Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bruts e-commerce en assemblée. Je ne suis pas en format entretien mais bien avec deux invités cette semaine, donc Lucas Deovolt et Martin de Sleen. Comment allez-vous les amis ? Au top. Et toi ? Ça va super content d'être ici. Écoutez, merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir parce qu'on va parler d'un sujet sur lequel, bon, une fois n'est pas coutume dans cette série des Bruts e-commerce, un sujet sur lequel je suis un peu noob, même totalement noob, qui est celui du B2B, et principalement du B2B pour les marques e-commerce, parce que bon, les principales personnes qui écoutent ce format sont soit des gens qui bossent dans le marketing digital, soit des DNVB, qui ont commencé un petit peu à se réveiller sur le sujet B2B avec évidemment la claque qu'a pris le online cette année, un petit peu l'année dernière, et qui va continuer à se prolonger a priori en 2023. Donc pour ça, nous avons deux experts que je vais laisser se présenter l'un après l'autre. On va faire par ordre alphabétique, je pense. Lucas, tu peux y aller. Avec grand plaisir. Je m'appelle Lucas, je suis le cofondateur de la marque EOVolt. EOVolt, on est des fabricants de vélos à assistance électrique pliants, donc des vélos pratiques, légers, compacts qu'on peut amener partout avec soi. Et donc ouais, on est sur un business model qui est B2B, 2C, puisqu'en fait, nous, notre métier, c'est de concevoir des vélos, les fabriquer, les assembler. On le fait ici en France, dans l'Est lyonnais. Et après, on les vend à travers le monde entier, principalement l'Europe, à des magasins de vélos qui vont, eux, les vendre à nos clients finaux, qui sont les utilisateurs in fine. Merci beaucoup. Top. Et moi, Martin, donc je suis un des fondateurs de Sleen. Et Sleen, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vraiment la solution pour permettre aux équipes de pouvoir bien travailler où qu'elles soient, au bureau comme à la maison. Donc concrètement, on propose du mobilier pour télétravailler confortablement, mais avec des produits hyper design et fabriqués en France. Et on a toute une solution d'aménagement de bureau pour pouvoir justement repenser l'expérience aussi au bureau, mais de manière toujours très ergonomique et éco-responsable, avec un modèle économique aussi qui est très inspiré des modèles en abonnement, où tu payes par mois, par mètre carré, tu peux changer ton aménagement dès que tu en as le besoin. Et tout ça qui repose sur l'économie circulaire et l'industrie locale en France aussi. Donc effectivement, très B2B comme business, même si on a un pan de notre business qui est en B2C, des gens qui s'équipent pour chez eux, et un pan B2B2C parce qu'on a toute une partie des entreprises qui proposent une subvention pour s'équiper en télétravail, et donc ce qui nécessite de communiquer vis-à-vis du collaborateur pour pouvoir activer cette subvention. Ok. D'un point de vue répartition de votre CA, Lucas, tu disais avant que c'est quasiment 100% du CA en fait qui est fait en B2B, donc 98%, 97%, c'est ça ? Ouais, 98% du business qui est fait en B2B. Après, on a un site internet B2C, lui, qui va surtout majoritairement faire du drive to store. L'idée, c'est que nos clients, ils découvrent nos produits à travers le site de notre marque, parce que c'est la meilleure manière de leur parler en direct. Et après, quand ils veulent passer à l'achat, étant donné qu'on est sur des produits onéreux et surtout des produits qu'on veut essayer, il y a un vrai sujet de service avant-vente où on veut essayer le vélo, où on veut se faire conseiller également par un acteur local, et surtout pour derrière se faire entretenir le vélo, donc avec toute une des vraies problématiques de service après-vente où il faut pouvoir réparer n'importe quel vélo partout dans l'Europe. Donc c'est pour ça que majoritairement qu'on passe par des revendeurs, donc par des magasins de vélos. Et les 2% qui sont sur le site B2C, c'est simplement de l'accessoire où nous, on se positionne comme les professionnels du vélo pliant électrique. Donc, on a toute une gamme d'accessoires qui va parfaitement matcher notre typologie de produits avec des paniers, des porte-bagages, des antivols qui matchent parfaitement les vélos électriques pliants. Toi, Martin, en revanche, t'es plus sur un modèle qu'on pourrait qualifier d'ONVB, c'est-à-dire que la répartition est moins lourde vers le B2B. Ouais, non, clairement. Alors nous, quand on a commencé, on était à 70-80% B2C. C'était aussi, on s'est lancé juste en septembre 2020, post-Covid, etc. Donc tout le monde avait vraiment besoin de s'équiper. Et puis on a eu des belles couvertures télé, etc. côté B2C, donc ça a vachement drivé. Aujourd'hui, le business a pas mal évolué. Et donc il y a vraiment un vrai switch sur le B2B, et donc aujourd'hui ça représente 70% à peu près de notre business, et on a envie que ça reste à peu près dans ces proportions-là, parce qu'on veut développer une vraie marque grand public qui a un sens pour le grand public, et parce que tout le monde finalement est utilisateur de nos produits au quotidien. Ok. Et est-ce que c'est une répartition qui s'est fait naturellement, c'est-à-dire qu'en fait vous avez vu que rapidement vous faisiez plus de chiffres et peut-être plus de marge sur le B2B, donc vous avez embauché les gens derrière, ou alors vous êtes dit à sa part j'embauche une équipe et ça a grossi parce que vous avez embauché l'équipe? Non, dès le début c'était notre vision d'être une marque essentiellement B2B.
principalement pour tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui qui sont difficiles sur les DNVB, sur les coûts d'axe, sur tous les enjeux d'acquisition, et puis c'est aussi parce que moi j'ai un background très B2B et donc c'est un secteur que je connais et sur lequel j'avais envie de capitaliser au maximum. Maintenant effectivement ça se fait pas tout seul et ça nécessite d'avoir l'organisation qui est hyper adaptée en face, et c'est aussi là des fois qui est un peu compliqué quand tu cumules un canal B2C et un canal B2B, c'est qu'il faut avoir un peu tout de tous les côtés pour que les deux fonctionnent. Et j'avais une question peut-être un petit peu débutante, mais est-ce que la seule chose qui détermine si un produit se vend mieux en B2B qu'en B2C, c'est le prix, genre le fait qu'il soit cher, ou alors c'est les comportements d'achat? Parce que je pense au matelas, tu vois, qui coûte très cher mais qui se vend très bien en D2C. Salut, c'est Théo. J'espère que t'es en train de kiffer ce petit échange qu'on est en train d'avoir avec notre invité. Je fais un petit entracte parce qu'on vient de passer tout ce temps ensemble et tu sais probablement pas du tout ce que je fais et ça serait très impoli de pas me présenter. Donc mon travail il est simple, j'aide des marques à grossir sur internet. Pour ça j'ai monté une suite d'agences qui est aujourd'hui composée de 4 entités. Kudak pour le growth e-commerce, le labo pour les créas e-commerce, Linker pour la marque personnelle des CEO sur LinkedIn et 916e pour faire grossir les marques en organique sur TikTok. Et donc même si tu veux pas bosser avec une de ces agences dont les liens sont d'ailleurs en description, tu peux au moins t'abonner, ça encourage la chaîne parce que ça me prend du temps et ça me coûte de l'argent. Je te vois là, tu t'abonnes pas hein? Moi je m'en fous, je peux attendre longtemps, je suis dans mon canapé. J'attends. A few moments later. C'est bon? Ouais, merci beaucoup d'avoir cliqué sur le bouton. J'arrête de t'embêter, je te laisse avec mon invité. C'est parti. Ouais, non, je pense aujourd'hui que avant il y avait une énorme barrière à l'entrée sur le prix, notamment dès que tu étais un peu digital. Je pense que ces barrières, elles ont énormément bougé. Lucas, tu pourras en parler sur le vélo électrique, mais aujourd'hui il y a plein de gens qui achètent leur vélo électrique online à plusieurs milliers d'euros. Non, en fait, nous aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt la question du quelle solution tu veux apporter à qui. Et nous, on a vu que quand même, on fait du mobilier pour travailler, donc on s'est dit que c'était normal que notre cible soit essentiellement l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui logiquement doit fournir le matériel pour bien travailler. Et donc c'est vraiment pour ça qu'on s'est focalisé là-dessus. Mais je pense plus vraiment qu'il y ait de barrière au panier moyen. Je suis d'accord. Je pense pas qu'il y ait des sujets. Je pense pas qu'il y ait de vrais sujets de barrière de prix. Nous, tu vois, on a des confrères qui ont une stratégie DNVB et qui vendent des vélos en direct to customer à plus de 2000, 2500 euros. Je pense pas que le prix ça soit la clé dans ce qui fait le switch dans la tête des gens entre je passe online, je passe offline. Après, nous, pour répondre à ta question, la question s'est jamais vraiment posée de travailler en D2C parce qu'en fait, vraiment dans les fondements de EOVolt, on a toujours voulu déployer notre solution de mobilité, donc nos vélos pliants, au plus grand nombre, avec vraiment une approche premium abordable. Le concept, enfin c'est vraiment aller évangéliser le marché. Donc se dire demain un vélo électrique pliant, c'est la meilleure solution de se déplacer dans les villes, c'est l'intermodalité. Tu prends le train avec, tu prends le bus, tu vas en soirée avec, le soir tu rentres, tu le mets dans le coffre dans Uber. Donc en fait, quand tu as une approche vraiment universelle où tu veux en mettre partout, nous pour déployer vite, on avait besoin de s'appuyer sur des points de vente qui, quoi qu'il arrive, en fait t'es quand même sur un outil sur un moyen de locomotion. Tu crèves ton pneu. Nous on est là, on est en France. Si t'as un gars qui à l'autre bout de la Suède crève son pneu et qui a besoin de changer une pièce spécifique, etc., il faut qu'il repasse par un atelier et qu'on lui répare son vélo. On peut pas, logistiquement parlant, récupérer chaque produit pour le réparer. Donc la question s'était pas vraiment posée, mais du coup je pense pas que ce soit le prix le problème. Ok, donc en fait ça aurait pas du tout été la même façon de monter la boîte si vous aviez décidé d'en vendre une partie en direct. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que toi, ce que tu as l'air de dire, c'est que en fait, c'était quasiment une condition pour la croissance. C'est-à-dire que vous voulez tellement inonder le marché et le proposer à tout le monde que fallait aller sur les réseaux qui étaient existants. Ouais. En fait, tu vois, je pense que on a tous l'a priori de se dire que les grandes marques DNVB dans le vélo, par exemple, en fait, elles sont hyper connues parce qu'elles dépensent énormément de budget online de ads. Normal, c'est leur business model. C'est comme ça qu'ils vont faire de l'acquisition. Mais en fait, quand tu regardes derrière le CA, le chiffre d'affaires, donc combien ils vont équiper de riders et donc combien ils vont simplifier la vie de leurs utilisateurs, sur combien de gens du moins, en fait c'est pas hyper scalable. Et aujourd'hui le business du vélo en ligne, ça représente encore que 5% du CA. Donc je crois que nous on est vraiment sur un marché où il n'y a pas encore de vrai POC, où on voit des marques qui arrivent à être rentables
et sur des CA importants dans le vélo spécifiquement. Ok, ouais. Ça c'est super intéressant parce qu'en fait, je pense que du coup, de ce que je comprends, tu peux conquérir peut-être plus vite ton marché et t'as des marchés qui se digitalisent moins vite que d'autres. Mais par contre, du coup, tu le payes souvent en fait au prix des marges. Toi, Martin, du coup, j'ai envie de te poser la question plus précise. Vous êtes passé vraiment, enfin, t'as fait le switch de l'un à l'autre quasiment. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des changements en termes d'offres? Tu peux nous en parler? En fait, ce que j'ai appris, c'est qu'en B2B, les entreprises, elles achètent pas des produits, elles achètent des solutions à un problème. Si tu vends un produit, elles vont peut-être t'acheter, mais elles vont te tordre parce que c'est un truc transactionnel. Donc surtout dès que la boîte est un peu grosse et a un peu de pouvoir d'achat, elle va faire un appel d'offres, etc., etc. Et en gros, le moins cher va gagner. Donc, ce qu'il faut, c'est répondre à une vraie problématique. Si je prends le cas de Sleen, aujourd'hui, nous, on avait un bureau, une chaise pour bien télétravailler. On a été voir des entreprises et on leur a dit, on a un bureau, une chaise, mais surtout, on a une solution, une petite plateforme sur laquelle les collaborateurs vont pouvoir choisir ce qu'ils veulent, choisir la couleur, choisir la taille, mettre leur adresse, payer le complément si ça dépasse le budget. Et ça, ils vont pouvoir faire ça en autonomie et vous avez rien à faire. Et en fait, on a signé Doctolib en décembre 2020. Ils étaient déjà 1500, je crois, à l'époque, grâce à ça. Parce que on leur a enlevé une épine du pied et parce que on leur a proposé une vraie solution. Ils ont kiffé les produits, mais surtout, si on n'avait pas cette plateforme-là, eh ben, on n'aurait jamais signé. Et donc, oui, évidemment, ça change beaucoup de choses dans ton business, dans ce que tu proposes, dans le service que tu apportes, parce que les entreprises, elles attendent un niveau de service qui est beaucoup plus fort, justement parce qu'elles cherchent à se simplifier la vie en général. Et puis après, évidemment, ça change beaucoup de choses dans ta démarche commerciale, surtout si tu passes en direct avec des clients finaux, ou si tu dois aller dans le cas de Lucas, aller parler à des revendeurs. Nous, c'est aussi ce qu'on fait. Mais par contre, pareil, ça change complètement ton modèle de marge. À partir du moment où tu parles à un revendeur, bah, lui, il faut qu'il bouffe, et donc il a besoin d'une marge. Si tu as un prix public, bah, du coup, il faut que tu sois capable de rémunérer de financer ça. Donc si tu n'y as pas pensé dès le début, ce qui était, nous, par exemple, un peu difficile, c'est qu'on voulait proposer des produits made in France de très bonne qualité, avec un super service mais accessible, sans vendre un bureau à 1000 euros. Et ben, on s'est retrouvé assez vite bloqué sur les revendeurs parce qu'on n'avait pas la marge suffisante pour les rémunérer, et donc on a dû, dans plein de cas, rester en direct. Donc c'est effectivement, il faut bien penser à de quoi a besoin ton client en termes de service et de solutions, et à ton modèle de marge pour être sûr que tout ça soit bien compatible. Des revendeurs, pardon, t'as aussi des clients qui sont des dealers, des shops physiques, retail, qui revendent vos solutions? J'en ai quelques-uns, mais ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, et c'est plutôt quelque chose qu'on fait à perte en termes de marge ou à marge zéro, parce que c'est exactement un peu comme le vélo, une chaise, t'as un peu envie de la tester, surtout si pour bosser 8 heures par jour. Donc on a fait aussi des corners au BHV, ce genre de choses là. Mais en fait, si c'était à refaire, je me reposerais la question de la stratégie wholesale un peu différemment pour pouvoir intégrer ce modèle de marge. Après, nous, on a un peu cette vision de dire on veut rendre le Made in France le plus accessible possible, donc on enlève des intermédiaires, et donc ça permet d'avoir le meilleur rapport qualité-prix possible. Mais effectivement, dans une stratégie de déploiement à grande échelle, c'est un peu limitant. Ouais, c'est rigolo parce qu'en plus, c'est un hasard, mais on a bien la même mission sur ça, sur la partie. Tu vois, je pense que faire du mobilier en France, vous êtes pas beaucoup. Je pense que c'est un marché qui est vachement dominé par l'Asie. Dans le vélo, c'est pareil. Nous, tout de suite, en fait, on s'est dit, on veut tout faire sous le même toit, que ça soit la conception, l'assemblage, le SAV, la logistique. Et ça, c'était un énorme challenge. Mais après, en B2B, c'est hyper crédibilisant aussi parce que le B2B, à contrario du B2C, comme le disait Martin tout à l'heure, il va revenir, tu construis quelque chose dans le temps, et dès lors, il veut être certain que demain, tu existes encore, et que dans 2 ans, tu existes encore, et que demain, tu pourras répondre à ces problématiques. Donc ça, il y a aussi un vrai sujet de légitimité, je pense, dans le B2B. Et sinon, je voulais rebondir sur les sujets marge, qu'en fait, quand tu construis ta stratégie avec tes prix wholesale, nous, à quoi on a fait face, qu'on n'avait pas anticipé, c'est quand en plus tu fais de l'international. Parce qu'en fait,
t'as ta marge pour ton revendeur en France, ça on va dire que c'est anticipable. Mais nous, après, on s'est beaucoup internationalisé. On fait plus de 60% du chiffre d'affaires à l'étranger aujourd'hui. Et là, t'as tes marges t'as tes coûts de transport qui augmentent. T'as les douanes. T'as un sujet logistique. T'as de plus en plus d'intermédiaires entre les deux. Et donc, faut vraiment construire dans ton modèle. Dès le premier jour, un business qui peut scaler, je parle en hardware, à l'international avec des marges, notamment pour les importateurs, quand tu travailles avec outre-Atlantique, les États-Unis, le Canada. Donc ça, c'est sûr que c'est à prendre en compte dès le jour 1. Quoi. Ouais. Alors ce que c'est intéressant parce que ce que vous dites, en fait, vous l'avez identifié vous, c'est qu'il y a deux sujets dans l'un quand en fait on parle du B2B là, dans cet échange, c'est qu'il y a à la fois celle des revendeurs et celle où tu vends à des entreprises type Doctolib. Le premier, toi, c'est celui que tu as scalé fort, Lucas, avec Eovol, donc c'est avec tes revendeurs. C'est hyper intéressant que tu parles d'international. Aujourd'hui, comment? Parce que vous avez une croissance qui est assez forte. Vous faites un CA qui est, je sais même pas si on peut en parler d'ailleurs, Lucas, on coupera sinon. Ouais, il y a rien de, tout est plus ou moins public. En effet, on a 4 ans et en 4 ans, on est passé de 0 à 10 millions de CA et là, on a un target à 18 millions cette année. On vient de faire une première levée là de 16 millions qui a été annoncée il y a quelques mois, donc on est en novembre 2022 et ouais, on a fait 200% de croissance pendant 4 ans d'affilée. Donc dans le hardware, c'est assez important et je pense que ça a été une force d'être en B2B. Parce qu'en fait, quand on regarde, ok, on a des intermédiaires, on a des commerciaux, évidemment, on y laisse une partie de notre marge, mais c'est beaucoup plus test and learn parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, tu as pas mal de boîtes en DNVB qui ont des coups d'acte, petite coup d'acte pour la petite anecdote, mais tu as des coups d'acte des coûts d'acquisition qui ont augmenté et en fait tu te retrouves un peu dans un étau, alors que là avec le B2B en fait ta marge en fait tu peux la prévoir et ça va pas varier en cours d'année, alors hors guerre et je ne sais quoi. Mais nous, on regrette vraiment pas d'avoir construit la marque comme ça. Après, je pense que le vrai sujet, ce qui est hyper dur, et Martin en parlait tout à l'heure, c'est hyper intéressant, c'est comment tu construis une marque en B2B, parce que tu te dois d'être une marque comme une marque B2C qui existe, qui s'exprime et qui se développe et qui parle à ses utilisateurs finaux et dans laquelle les utilisateurs finaux vont se reconnaître. Mais à contrario, tu as toutes tes équipes en interne niveau corporate qui elles vont s'adresser que aux pros et qui les pros ils sont un peu moins sensibles, on va dire, aux publicités et au marketing, quoique. Ouais, j'allais réagir sur cette remarque parce que je pense que beaucoup de gens pensent ça et en fait moi je trouve que c'est une opportunité énorme. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de marques B2B qui sous-investissent le marketing au sens large, que ça soit du marketing de pure acquise ou du branding, encore moins. Et alors qu'en fait, le marketing B2B, en tout cas l'achat B2B, est plus émotionnel que l'achat B2C, pour une raison très simple, c'est qu'en général, quand tu achètes pour toi, il n'y a pas d'enjeu. Si tu fais une connerie, c'est toi, au pire c'est ta femme ou ton conjoint qui te dit c'est quoi cet achat. Alors que quand tu achètes pour ta boîte ou pour une entreprise, en fait t'engages ta légitimité. Et moi je le vois énormément, c'est que l'engagement émotionnel de quand tu choisis un prestataire, il est vachement plus fort. C'est pour ça qu'il y a plein de boîtes qui choisissent le numéro 1 ou la boîte la plus connue, parce qu'on te reprochera jamais de bosser avec le numéro 1 ou la boîte la plus connue. Et bosser avec des boîtes plus jeunes, c'est sûr tu prends un risque, et donc il faut énormément rassurer. Et il faut aussi il faut aussi inspirer. Et je pense que nous, c'est pour ça on a essayé de prendre à fond ce créneau-là. On a créé plein de campagnes de com, où on a foutu des bureaux dans les airs sur un parapente, etc., parce qu'on s'est dit, en fait, on veut inspirer, on veut pas être une marque de bureaux et de chaises, on veut être une marque qui exprime la liberté du travail. Et quand t'achètes du Sleen, t'achètes finalement cette vision-là. Et en fait, on voit que ça marche énormément, que les gens ils s'en souviennent. Et en fait, il n'y a pas d'autres marques, encore moins de meubles, qui prennent ce truc-là, et donc ça te crée des opportunités. Bien sûr, j'ai eu plein de fois la question de dire c'est quoi le ROI. Franchement, c'est du branding. À part
mesurer des vues, des choses comme ça, c'est très compliqué. Mais par contre, ce que je sais, c'est que toutes les gens qui nous connaissent savent qu'on fait ça, et plus on fait des trucs, plus ça augmente cette reconnaissance de marque. Et je pense que c'est une vraie opportunité. Et ça, je le vois dans tous les secteurs, que ça soit d'ailleurs quand tu parles à des entreprises ou quand tu parles au wholesale. Et ben ça, c'est un vrai add-on pour ta marque. Et je pense que et pour ton business de manière très concrète. Après, il faut toujours savoir, c'est toujours compliqué de savoir où est-ce qu'on met le curseur en termes d'investissement, en termes de temps passé, etc. Parce que ça peut vite être très gros. Mais en tout cas, ne serait-ce que sur ton identité de marque, etc. Moi, je sais qu'on a eu beaucoup le débat au début. Comment tu crées une identité de marque qui soit pas une marque B2B boring dans lequel t'es pas envie d'acheter. Si on prend, il y a plein de marques maintenant qui commencent à être très B2C, des Swile, etc. qui ont pris à fond cet angle-là. D'ailleurs, ils ont fait des pubs dans le métro et tout, et on voit que de plus en plus des PFIT font de la pub dans le métro. Parce que justement, c'est une vraie opportunité de prendre la parole et de parler aux entreprises via des canaux de grand public. Ouais, je suis totalement raccord avec toi, Martin. Juste avant, ce que je mentionnais, c'était surtout quand, en fait, ça dépend qui t'es en face de toi. Parce que quand ton client B2B, c'est une énorme boîte qui a un système de decision maker, qui va avoir un budget, etc. Donc, peut-être que l'émotionnel va jouer différemment, mais sinon, on est totalement raccord. Nous, on le dit, on ne cesse de le répéter en interne. En fait, le gars, ok, B2B, le gars qui signe le bon de commande, ça reste un humain, ça reste un gars qui a des émotions, qui a besoin d'être inspiré, qui a une consommation en tant que B2C au quotidien, tous les week-ends, en fait, qui tous les soirs est sur Facebook ou sur Insta. Donc ça, on est totalement raccord. Et nous, vraiment, en plus, c'est d'autant plus fort chez nous, puisqu'en fait, nos clients, ils vont pas juste acheter, ils vont revendre nos produits. Donc en fait, t'es vraiment en B2B2C, où en fait plus ta marque elle est sexy, plus ton revendeur il va vouloir travailler avec toi parce qu'il sait que son client final il va venir chez lui pour acheter ta marque parce qu'elle lui plaît. Donc l'enjeu il est double voire triple pour nous, et nous même au cœur de la conception de nos produits, mais également de comment on fonctionne, j'ai envie de dire opérationnellement, parce qu'on fait du B2B, mais tu vois on a un site internet B2B pour nos clients B2B, parce qu'en fait, on part du principe que un client qui va faire 100 000, voire 500 000 euros de chiffre d'affaires chez nous, ou même un client qui fait 5-6 000 euros de chiffre d'affaires chez nous tous les ans, en fait, 5-6 000 euros comment tu peux, dans ta vie de tous les jours, quand tu veux acheter une coque d'iPhone en 2 clics, elle est 48 heures après chez toi, 24 heures après chez toi, avec tout nickel en achetant sur Amazon par hasard, par exemple. Et à contrario, pourquoi dans le B2B ça pourrait pas être aussi simple de travailler avec ton fournisseur chez qui tu achètes régulièrement 5-6 000 euros de vélo tous les ans. Donc nous on met vraiment ça, tous les sujets de comptabilité fournisseur, pour récupérer tes factures, pour gérer ton SAV, etc. Nous on veut vraiment le simplifier un maximum avec des plateformes B2B pour vraiment recréer la même expérience que tu as en B2C, sur la meilleure expérience que tu as avec une énorme boîte, que en B2B entre un distributeur de vélo et un fabricant de vélo qui reste de taille modérée, toute proportion gardée, quoi. Ok. Moi j'ai une petite question à te poser, Lucas. C'est un truc qui m'intéresse particulièrement sur les raisonnements de marque, c'est qu'en fait vous devez quand même vous faire acheter derrière par le consommateur, et donc tu disais le revendeur il est super content quand j'ai une bonne marque parce que derrière le client va venir le voir et lui parler de ma belle marque. Est-ce qu'il y a des fois où c'est pas les mêmes arguments qui font vendre à un revendeur que ceux qui font vendre à ton particulier derrière? C'est-à-dire t'es obligé d'avoir un peu genre une marque à deux facettes, ou alors peut-être que je m'invente totalement une problématique qui n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire, est-ce qu'on utilise les mêmes arguments de vente au B2B que ceux qu'on conseille du moins à nos revendeurs pour le B2C? En fait, Martin parlait tout à l'heure de la façon dont il avait construit sa brand, en fait, son message de marque, sa mission. Peut-être que c'est une mission qui parle beaucoup plus aux entreprises et aux revendeurs, même si toi t'as moins cette problématique, Martin, que en fait aux personnes, aux particuliers qui vont acheter derrière dans les endroits où c'est revendu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Alors nous, la mission, c'est vraiment redonner du plaisir dans les déplacements au quotidien, transformer les contraintes liées au déplacement en un moment de plaisir avec toutes les notions d'intermodalité, etc. Donc évidemment, nous, notre client, étant donné qu'il tient un magasin de vélo, on prêche un convaincu. Après, il vend des vélos de manière générale. Nous, on vient vraiment se battre sur la verticale du vélo électrique
et pliant, donc vraiment une niche de marché. Et dès lors, il faut le convaincre dans cette pratique. Il y a certains revendeurs qui connaissent pas forcément le produit, qu'il faut évangéliser. Mais de manière générale, ils sont quand même tous convaincus par le vélo, et c'est surtout eux ils vont avoir des réflexions du type comment vous gérez le service après-vente, quelle manière. Nous aujourd'hui, ça je pense c'est hyper intéressant, tu vois. J'ai déjà eu le cas de revendeurs, donc de clients B2B, de magasins de vélo, qui m'ont dit, en fait, nous, toutes les marques de vélo qui sont plus capables de déployer un site internet B2B pour qu'on puisse gérer nos commandes, nos SAV, récupérer nos factures, voir où est-ce qu'on en est dans nos commandes annuelles de manière autonome, on veut plus travailler avec eux. Donc ça, tu vois, je pense que c'est un signal faible qui est un signal fort de ô combien le B2B est en train de s'ultra digitaliser, et en fait c'est terminé quoi. Il faut pas imaginer le B2B comme avec un commercial, une voiture et des bons de commande sur papier quoi. Ouais, je pense que sur la question du message et ton messaging, je pense que c'est hyper important d'avoir un message qui parle à la fois à tes acheteurs et à tes utilisateurs finalement. Tu vois, nous on a vachement regardé, notre vision un peu, c'est comment tu deviens un peu le Apple du bureau, dans le sens où quand tu arrives dans une boîte, je te donne un MacBook Pro et un iPhone 14, c'est pas le même ressentiment que si je te donne un Dell et un Huawei quoi. Pourtant fonctionnellement ça fait la même chose, et peut-être même des fois le budget c'est le même. Et en fait, quand tu vois, aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'Apple sur les Mac, je pense qu'il est essentiellement fait par les boîtes. Et pourtant, le message et l'expérience utilisateur, etc., il est hyper similaire aux deux. Il n'y a pas de truc différent dans le messaging. C'est une expérience produit que tu crées, c'est une solution de mise à disposition derrière parce qu'ils ont des solutions entreprises et tout. Mais finalement, ton expérience produit, c'est la même. Et ton messaging de fond et ton branding, c'est le même. Et je pense que ça, je rejoins ce que disait Luca quand il disait c'est des hommes. J'avais vu une fois sur LinkedIn, je sais plus où, arrêter de parler de B2B, parler de human to human, H to H. Et en fait, in fine, c'est ça, une vente B2B de toute manière très très souvent. On a beau essayer de la digitaliser, etc. À un moment donné, c'est quand même un humain qui vend un autre humain. Et je crois que du coup, ça, c'est hyper important d'avoir à la fois ce branding, et après, dans ton expérience, je suis 100% en raccord, comment tu crées une expérience d'achat qui soit hyper seamless. C'est sûr qu'aujourd'hui, la digitalisation des processus d'achat B2B, elle est à des années-lumière du B2C. Et c'est encore une fois une nouvelle opportunité pour acheter différemment. Alors des fois, plus les boîtes sont grosses, plus elles ont des processus d'achat lourds, et c'est compliqué parce que c'est plutôt elles qui t'imposent leur processus que toi qui leur donnes des outils. Mais par contre, tu sens que les acheteurs, ils ont envie de ça, ils ont besoin de ça, et finalement, ils kiffent l'expérience de pouvoir rentrer dans un truc où tu vas pouvoir aller vite, c'est digitalisé, c'est efficace, l'expérience, elle est sympa autour de ça. Mais je pense que c'est vraiment comme de la même manière où tu vas construire une marque B2C avec une mission, un messaging bien particulier. Si tu as un canal B2B, il faut juste bien le prendre en compte et comprendre ses spécificités. Mais par contre, logiquement, les messages sont pas les mêmes. Sont les mêmes, pardon, même s'ils vont se traduire peut-être différemment sur certains aspects. Et carrément, tu peux pas avoir toutes tes équipes produits qui sont engagées sur le produit le plus user-friendly, le plus robuste. Je pense à Martin, donc sur le mobilier. Enfin, quand tu as des engagements d'éco-responsabilité, etc. derrière, après, avec ton B2B, avec ton client pro, tu peux pas lui faire signer tous les contrats par papier avec 12 lettres, etc. Si ta mission, tu vois, nous, on dit nos vélos, ils sont pliants, ils doivent être pliables en moins de 10 secondes, ils doivent être hyper user-friendly. Derrière, si tu veux revendre nos produits, tu peux pas te faire signer un contrat de distribution qui est pas électronique, ou tu peux pas proposer une expérience pour ton B2B où c'est pas hyper facile de retrouver ses factures, hyper facile de gérer son SAV, hyper facile de récupérer des kits médias, etc. En fait, tu dois d'être entier dans ta promesse, et je pense que c'est juste que ta promesse, elle s'élargit juste à ton client pro, mais en fait, elle est la même. Si ton truc c'est à fond d'être top qualité, zéro retour, zéro SAV, je pense que dans ton expérience client professionnelle, ça doit tout être axé de la sorte. Tu vois, un gars qui achète, je sais pas,
de l'électroménager Bosch parce qu'il se dit c'est increvable. Derrière, l'intermédiaire qui revend, j'imagine que toute la gestion du SAV, etc. avec Bosch, c'est hyper carré, tu vois. Ouais, c'est intéressant. En fait, ce à quoi je pensais quand je posais cette question au tout démarrage, c'était que je me disais, ça se trouve, imagine Martin, t'avais créé ta marque autour de meilleur rapport qualité-prix pour le mobilier de bureau. Bah ça, c'est très intéressant pour Doctolib, mais la personne qui est chez Doctolib et qui doit acheter son matos, peut-être qu'il s'en fout vu qu'il a son crédit dans tous les cas. Donc, mais bon, ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est l'expérience client qui vend pour le pro. Et la marque au sens classique B2C du terme pour ton client à la fin de la chaîne, quoi. Ouais, et en fait, je pense que c'est aussi ce que t'inspires en termes de message. C'est-à-dire que une boîte aujourd'hui qui va poser son message sur juste le meilleur rapport qualité-prix, c'est tellement pas différenciant que ou alors t'as intérêt d'être ultra solide sur ça. Et je pense que en fait c'est comment tu vas sur des choses plus inspirationnelles, sur quelque chose qui résonne, pour que ça soit vraiment différenciant. Et c'est vrai que plus tu prends en compte tes cibles en amont, plus ça va te permettre de créer un messaging qui va parler à tout le monde. Mais c'est ça, en fait, pour moi c'est aussi ça, ça rejoint cette question de quelle différenciation tu vas apporter sur ton marché. Et je pense que ça pose la question de quel est ton marché, à quelle vitesse tu veux y aller, parce que tu as raison, Luca le disait, dans une logique de développement de marque, travailler avec un réseau de revendeurs à grande échelle, bah c'est un facteur d'accélération hyper fort. Et du coup, comment tu te différencies avec tes utilisateurs et tes revendeurs. Et en fait, c'est un peu toute ta chaîne de valeur qui est différente. Et c'est aussi, quand tu es plutôt dans un truc de revente entreprise, c'est qui sont tes personas dans la boîte, qui sont les prescripteurs, qui sont les décideurs, qui sont les utilisateurs, qui sont les payeurs, et ça te nécessite de bien mapper tout ça et de bien comprendre finalement le rôle de chacun, les pain points de chacun, et du coup là où tu vas aller te différencier. Ce qui te permet aussi de contextualiser ton message et ta vision pour chacun. Et ça c'est un point qui est essentiel. Moi je l'ai appris énormément là ces 2 dernières années. C'est que au sein de la même boîte, tout le monde n'a pas du tout les mêmes enjeux ni les mêmes objectifs, et donc t'es quand même obligé d'adapter ton message et de personnaliser ton message en fonction de la personne que tu as en face de toi pour qu'elle devienne un de tes sponsors et que ton deal puisse tourner correctement. Sur ce sujet de la vente B2B, aujourd'hui, comment vous fonctionnez? Peut-être toi, Lucas, vu que sur la partie vraiment revendeur, vous savez scaler très très fort. C'est quoi l'organisation derrière? Et alors j'allais dire, moi je sais aussi, Martin il m'a prospecté là, je sais pas si Martin c'était du Lemlist, mais tu m'as envoyé un message, je me suis dit mais non, mais on aurait pu être client, donc j'ai peut-être une piste de comment fonctionne Martin, et ça m'a plu parce que je me suis dit ça y est, on fait du B2B, mais c'est ce dont on parlait en amont, le B2B il faut le digitaliser quoi. Alors nous, je vais répondre à ta question Théo. Oui, on a des commerciaux terrain qui ont la voiture, l'iPad et qui vont faire des tournées commerciales où vraiment là on va voir le magasin en physique, on prend rendez-vous avec lui, on lui présente les collections, on lui déballe les échantillons, on fait de la présentation en magasin, on l'accompagne avec de la PLV, etc. Mais sinon, pour de la vente que je qualifierais plus de conquête commerciale, où on va aller chercher à convertir du prospect, pas juste entretenir un client existant, là on est en 2022, donc il faut aussi utiliser les outils de notre époque, et on fait du scrapping de bases de données où on va aller chercher la liste de tous les magasins revendeurs de vélos dans un pays. Derrière on récupère leur adresse mail, on va faire de l'emailing, on fait même de la lettre physique. Tu sais, ça paraît fou, mais on fait aussi de la lettre physique sur du magasin revendeur qu'on veut. Il faut savoir, on parle de marque. Je pense qu'avant tout, une marque, elle se doit d'être singulière. Nous, on a envoyé il y a quelques années des lettres où tu déplies la lettre. T'as un vélo qui se déplie aussi, tu dois te faire connaître sur un marché. Après, évidemment, on fait de la publicité dans des magasins, dans des magazines spécialisés. Mais je pense et puis aussi on fait des salons pro à l'international. Ça marche encore pas mal.
où en fait tu les rencontres, tes clients ils viennent, t'as tous les fabricants et en face t'as tous les pros qui viennent faire un tour et ça permet de rencontrer. Donc c'est vraiment omnicanal quoi. Et même on fait du LinkedIn, on va aller envoyer du message en masse à des decision makers de groupes de magasins de vélo. On est vraiment ultra omnicanal. Il faut pas, c'est pas parce qu'on est en B2B qu'il faut se restreindre à telle ou telle technique de vente, quoi. Je pense que ce qui est important de comprendre sur le B2B et sur les sales B2B, c'est qu'il y a deux grandes familles. Il y a l'outbound et là il y a l'inbound. L'inbound, c'est plutôt quand le mec te contacte et donc s'inscrit remplit un formulaire de contact sur ton site parce qu'il a entendu parler de toi d'une manière ou d'une autre. Et tu as une deuxième approche qui est l'outbound où là c'est de l'approche directe, soit LinkedIn, soit téléphone ou email. Et c'est toi qui vas dessus. Là, je pense que la grande erreur que font beaucoup de boîtes, en tout cas moi c'est celle que j'ai commise aussi, c'est de tout miser sur l'inbound au début. C'est qu'en fait, c'est un peu dans ce truc magique de dire je veux que les gens ils remplissent mon formulaire de contact. Sauf qu'in fine, ils le font pas. Et s'ils le font à un moment donné, ça veut pas dire qu'ils continueront de le faire après. Et donc tu te retrouves face à un truc où tu es dépendant d'un truc où t'es un peu comme dans un magasin où tu attends que les gens rentrent dans le magasin. C'est très cool quand ils rentrent, mais s'ils rentrent pas, t'es un peu mal. Et donc en fait, je pense qu'il faut tout miser sur l'outbound et l'inbound devient finalement un add-on à ton outbound. Et dans l'outbound, il faut, et c'est contre-intuitif, il faut prioriser le téléphone. Tout ce qui est email et LinkedIn, c'est top. Lucas en a parlé, on en fait pas mal. Ça fonctionne. C'est vrai que ça génère des leads. Mais par contre, nous, le gros de notre business, c'est du pur cold calling où tu vas appeler la bonne personne dans la boîte parce que tu sais que tu peux l'aider, tu sais que tu peux lui apporter un message. C'est dur. C'est un métier compliqué que moi j'ai appris sur le tas, mais in fine qui est tellement kiffant quand tu réussis à choper le rendez-vous et après à closer. Et en fait, là, tu as vraiment ton business entre tes mains. Et en fait, tu commences à comprendre à quel point tu maîtrises ton business. Et nous, toute l'étape dans laquelle on est actuellement, c'est d'être capable de scaler cette organisation, notamment en outbound, tout en continuant en investissant sur des choses d'inbound, etc. Mais dans mon BP, je suis hyper focus outbound parce que je sais que mon marché, il faut que j'aille le chercher, il faut que je me mette en capacité d'aller le chercher intelligemment sur les bonnes personnes, sur les bons décideurs, là où je vais pouvoir faire les meilleures ventes. Mais c'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas la prospection et surtout en général si tu es un business B2C et tu as envie d'aller vers le B2B, en général tu es plutôt en mode j'aime bien faire du marketing, d'être derrière ma console Facebook Ads et faire mes campagnes. C'est sûr que c'est un autre délire de prendre son téléphone, d'appeler des gens et d'aller gratter des rendez-vous. Mais in fine, en tout cas moi toutes les boîtes B2B que je connais qui ont vraiment scalé, c'est vraiment via l'outbound. Bah ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Martin. Et en plus, quand tu prends ton téléphone et que tu appelles ton client, bah en fait, même si tu closes pas ton deal, t'apprends. T'es dans le vrai, t'écoutes ce qu'il te dit, tu le notes, et puis tu remontes à ton product manager, et puis t'avances plus vite, quoi. Parce qu'en fait, si ça t'intéresse pas par mail, bon bah tu vas archiver le mail. Mais si t'es au téléphone avec le gars, bah tu dis pourquoi ça t'intéresse pas. Et pourquoi ça t'intéresse pas, tu peux y répondre. Donc moi, je suis totalement d'accord. Le mail, c'est bien, c'est indispensable, mais nous, on met vraiment c'est vraiment une règle qui est hyper importante chez nous. Dès qu'on a un lead d'un revendeur, donc d'un pro, qui s'inscrit à notre formulaire, qui veut revendre notre marque, peu importe où il est, il faut que dans les 48, c'est 24 prochaines heures, il soit rappelé, même si c'est juste pour dire on a bien reçu votre demande, merci d'être intéressé par nos produits. En fait, est-ce que vous êtes dispo pour une visio tel jour, 30 minutes, on vous présente ce qu'on fait. Le lien que tu crées avec ton futur partenaire, hein, parce qu'en fait, quand tu fais du B2B, tes clients, ça devient tes partenaires, ça a pas de prix. Il y a un point qui est super important, on parle beaucoup quand tu entreprends, quand tu montes ton business, c'est une aventure humaine. Et en fait, c'est même moi, c'est ce que j'ai vécu, de vraiment prendre mon téléphone, faire du call calling. Ça m'a énormément challengé et ça m'a aussi reposé les questions de finalement fondamentalement ma motivation, etc. Parce que ça demande une énergie de dingue. Et en fait, c'était une super truc aussi d'introspection d'une certaine manière parce que tu te confrontes réellement à ton marché. Et ce que tu dis aussi, Lucas, est hyper vrai. C'est que même quand tu te prends un gros bâche,
Bah, en fait, t'apprends quand même quelque chose et tu comprends quelque chose dans ton marché, soit parce que ton argument était pas le bon, soit parce que ton positionnement était pas le bon, ton ton de voix, tu vois, on parle de tone of voice beaucoup dans le branding. Bah là, je peux te dire que le ton de voix, c'est 50% du succès de ton appel. Je te dis exactement la même chose avec 2 tons. Dans un cas, tu vas avoir le rendez-vous, dans un autre cas, tu l'auras pas. Et, et c'est effectivement aussi des choses qui sont hyper importantes. Mais si tu veux scaler B2B, il faut être prêt, je pense en tout cas, à faire ça. Et en plus, je pense que pour le coup, Martin, j'ai l'impression qu'on a vécu un peu une période similaire au début où en fait, c'était nous. Moi, j'ai fait du porte-à-porte dans les magasins de vélo. Ça appelait, c'est Google Maps, magasin de vélo sur Google Maps, et ça les appelait un par un, tu vois, vraiment en mode la prospection from scratch. Et en fait, je pense qu'on peut tous se découvrir aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, t'as jamais personne qui est vraiment à l'aise, mais en fait, après, tu peux te découvrir. Nous, tu vois, j'ai un exemple en interne ici. On avait une fille qui était en stage chez nous qui est arrivée, c'était sa première expérience professionnelle, et elle nous a confié au bout de 2-3 mois, donc là elle faisait du calling, elle appelait des clients et tout, des prospects, elle nous a confié, bah en fait avant d'arriver ici, j'osais à peine décrocher mon téléphone pour commander une pizza. Donc tu vois, genre même c'était pas envisageable, tu vois, et c'est tellement simple dans le B2C en fait de commander une pizza via une app ou je ne sais quoi, on a même plus cette démarche, je sais pas comment l'appeler, d'appeler un resto pour lui dire ouais, bah je veux commander ça, ou est-ce que vous êtes ouvert, je ne sais quoi. Mais en fait après quand tu te sors de ta zone de confort et que tu franchis le pas, ben je pense qu'en fait après bah t'as une espèce d'adrénaline où t'es lancé, et puis souvent tu les vois d'ailleurs au commerce quand ils font de la conquête, bah ils se font des sessions d'une heure ou deux, quoi, c'est intense, ça bouge et tout, et franchement c'est hyper excitant, c'est hyper challengeant, et je pense que c'est une super source de feedback. Je pense que c'est là où t'es vraiment dans le vrai, quoi. Et d'ailleurs, qui marche aussi en B2C. Hein. Moi, je me souviens les premières semaines de Sleen, j'ai appelé des particuliers que je connais de près ou de loin et j'essayais de leur vendre de leur vendre mon truc pour comprendre ce qui marchait pas, et t'apprends plein de trucs. Je me rappelle au tout début sur notre site internet, on avait mis un bandeau avec le numéro perso, enfin un numéro de fixe qui renvoyait sur le tel de mon associé et moi. Et en fait, on prenait les B2C au téléphone, et franchement, rien à faire, quoi. Au moins tu leur parles, mais qu'est-ce qu'ils te disent et tout. En fait, tu comprends, et en fait, ton persona il se dessine, quoi. Et tu comprends leurs besoins. Et je pense qu'il faut. Là, je sais pas si on divague par rapport à la notion du business B2B, mais moi, je suis total raccord avec Martin. Faut y aller, faut leur parler aux gens, et puis c'est comme ça que t'avances le plus vite, quoi. Je suis ravi que vous échangez comme ça sur ce sujet, que vous soyez partis, mais je pense que c'était très intéressant de comprendre. En fait, de ce que je comprends, c'est que tout le monde sait comment il faut faire, mais certains trouvent ça très dur, et en fait, c'est surtout une affaire de sortir de sa zone de confort et structurer un truc derrière. Bah, dans le B2C, on a l'impression que c'est encore plus dur dans le B2C, t'as l'impression que les gens, tu les embêtes. Mais dans le B2B, si tu vois, comme Martin le dit, je pense que tous les deux, Martin enfin, chez Slim et chez Evolt, on est là pour apporter une solution, et on n'est pas juste, enfin, je pense que nous, quand on parle de nos clients, on parle beaucoup de partenaires. Je pense que c'est pareil chez toi, Martin. C'est du business qui est récurrent. On est là pour eux. On va les accompagner dans la construction de leur boîte. J'imagine que chez tes clients, toi Martin, demain il y a une boîte, bah, elle triple de l'équipe triple. Il faut pouvoir avoir la réactivité de les accompagner à équiper tout le monde. Nous, quand on a eu le boom du vélo post-Covid, bah, il a fallu accompagner les revendeurs sur comment arriver à livrer mieux, pour également comment gérer la surdemande. Donc tu es vraiment dans une relation de partenariat. En fait, je pense que ce qui est intéressant dans le B2B, c'est que tu es sur un nombre de clients réduit à fort panier moyen. Et ça change finalement beaucoup de choses. La valeur de chaque client est plus forte, et donc ça te donne finalement l'opportunité et la responsabilité d'adapter finalement le service que tu apportes, le niveau de relationnel que tu crées, etc. Mais c'est c'est un, moi je rejoins, le fait qu'il y ait moins de monde, ça te donne quand même les choses en main, et t'es beaucoup moins dépendant de canaux B2C qui sont de plus en plus difficiles à maîtriser et à capter réellement, en tout cas à scaler. Et je trouve que c'est aussi vraiment aussi une opportunité de mettre la main sur ton business réellement, et de pouvoir le faire grossir de manière à peu près réplicable. Mais c'est sûr que le truc, quand tu vois sur YouTube où on te dit ok, tu vas scraper LinkedIn, tu vas choper je sais pas combien d'emails, tu vas tout envoyer, et puis tu vas te retrouver avec X clients,
bah, je souhaite à tout le monde que ça fasse ça, mais objectivement, en tout cas pour moi, c'est pas aussi simple que ça, et je connais très peu de boîtes pour qui c'est aussi simple. Et il vaut mieux prendre son temps et de certes commencer sur LinkedIn, faire des connexions, choper les numéros, appeler les gens. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour faire réellement du business, mais c'est challengeant et ça c'est un peu une autre approche, quoi, en tout cas. Totalement d'accord, on va se faire des sessions ensemble. Grave, j'adore. Et moi, je me flippais dessus avant de prendre mon téléphone et d'appeler quelqu'un en me disant putain, je vais le déranger, etc., etc. Maintenant, je suis tout excité quand je vois sur LinkedIn un mec que je connais pas et dans lequel je me dis putain, lui, j'ai trop envie de lui parler. Et en fait, c'est pas j'ai trop envie de lui vendre quelque chose, mais je me dis j'ai trop envie de lui parler. Je me dis qu'on peut, au moins, on aura une bonne discussion. Et ça se ressent en fait dans ton intention. Si t'es là pour faire du télémarketing et faire comme les téléopérateurs ou le CPF là qui t'essaie de te vendre des conneries au téléphone, bah c'est sûr que ça va se ressentir. Si t'es là pour avoir une bonne conversation avec le gars, et je dis pas que le gars sera content de le faire, mais en tout cas ça marche beaucoup mieux. Eh ben écoutez, je pense qu'on vient d'arriver au terme de ce podcast. On a, fine de rien, en fait, on s'était fait une petite trame avant de commencer. Je crois que sans le faire volontairement, on a parlé de quasiment tous les sujets. Dites-moi si je me trompe. Moi, je pense qu'on est bon là. C'est magnifique. Très organique. Donc merci beaucoup à vous deux, Lucas et Martin, pour ce sujet. Franchement, j'ai beaucoup apprécié vous écouter. Merci beaucoup Théo pour l'invite et ravi Lucas de cet échange. Ouais, ravi de t'avoir rencontré, Martin. Et puis écoute, du coup, on échange sur LinkedIn. Ouais, bah réponds à mon mail automatisé. Promis, je vais le faire. Bon, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn. Donc c'est Lucas Chevalier et Martin Sauer. Et bah écoutez, on va dire au revoir à nos auditeurs tranquillement et leur donner rendez-vous dans un prochain épisode des Bruticomerce. Salut à tous. À très bientôt. Salut à tous, à bientôt.